Ma famille m'a dit, tu te débrouilles financièrement, pendant qu'ils félicitaient ma sœur. J'ai fait mes valises et je suis partie en silence. Quelques jours plus tard, elles posaient avec le ruban d'un appartement neuf, mais leur groupe de discussion a explosé quand mon nom est apparu dans le Figaro. C'est une histoire de silence, de trahison, et de la facture la plus chère que vous n'ayez jamais vue. C'est mon histoire. Avant de plonger au cœur de ce drame familial, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est une façon pour moi de me sentir moins seule en partageant cela. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quel pays vous êtes? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'attends de vous lire. Mon nom est Solange Perrin. J'ai grandi à Bron, dans la banlieue de Lyon. De l'extérieur, notre maison était un cliché de la classe moyenne respectable. Des géraniums bien entretenus aux fenêtres, l'odeur du bœuf bourguignon de ma mère, Martine, qui mijotait chaque dimanche. Mais pour moi, cette maison avait une autre odeur. Une odeur plus subtile, plus tenace. C'était l'odeur de l'invisibilité. Pendant les 18 premières années de ma vie, j'ai été le fantôme poli de ma propre famille. La maison était une scène de théâtre, et ma mère, Martine, en était la metteuse en scène. Elle n'avait qu'une seule actrice vedette, ma petite sœur, Corinne. Corinne avait 2 ans de moins que moi, et elle était, selon les mots de ma mère, son « miracle ». Elle était tout ce que je n'étais pas, extravertie, capricieuse, charmante quand elle le voulait, et d'une beauté éclatante. J'étais la fille studieuse, silencieuse, celle qui ne voulait pas déranger. Chaque conversation, chaque repas, tournait inévitablement autour de Corinne. Les bulletins de notes de Corinne, médiocres, les drames amoureux de Corinne, constants, les ambitions de Corinne, changeantes. Sur la cheminée, les photos la montraient au centre, souriante. Si j'apparaissais sur une photo, c'était généralement dans le flou, en arrière-plan. Mon père, Bernard, était un homme silencieux, un complice passif de ce déséquilibre. Il se cachait derrière son exemplaire du journal Le Progrès, n'émergeant que pour approuver les décisions de Martine. Quand Corinne, à 16 ans, a fait un spectacle de danse de fin d'année, toute la famille s'est déplacée. Mon père était debout, caméra au poing, les yeux brillants. Quand moi, à 18 ans, je suis rentrée avec mon baccalauréat mention très bien et la mention major de promotion de mon lycée, mon père n'a même pas levé les yeux de la section des sports. C'est bien, a-t-il marmonné. Ma mère m'a dit, on ne se vante pas dans cette famille, Solange, avant de passer 1 heure au téléphone à se vanter des « talents artistiques » de Corinne. Je savais que j'étais différente. J'ai donc appris à ne rien demander. Je me suis réfugiée dans les livres. Les livres ne vous jugeaient pas. Les équations de chimie ne vous ignoraient pas. Mais j'ai quand même essayé. Une fois. Une seule fois, j'ai vraiment essayé. Pour la fête des mères, quand j'avais 17 ans, j'avais économisé pendant 6 mois l'argent que je gagnais en donnant des cours de maths à des collégiens. J'avais acheté à ma mère un magnifique carré de soie lyonnais. Une pièce chère, tissée à la main, que j'avais choisie avec une attention infinie. Elle avait souri distraitement, m'avait dit « merci, c'est gentil » et l'avait rangé dans un tiroir. 3 semaines plus tard, j'ai vu Corinne dans le garage. Elle utilisait mon foulard en soie. Elle s'en servait comme d'un chiffon pour polir son scooter. Un scooter rouge vif, flambant neuf, que mes parents venaient de lui offrir pour ses 16 ans, parce qu'elle se sentait déprimée. J'ai senti le sang quitter mon visage. « Corinne, qu'est-ce que tu fais ?» Elle a sursauté, puis a ri. « Oh, ça ?» Je l'ai trouvé dans le tiroir à chiffon de maman. Il brille bien, non? J'ai arraché le foulard de ses mains. Il était ruiné, taché de graisse noire. J'ai couru dans la cuisine, tremblant de rage et de chagrin. « Maman !» Corinne a utilisé le foulard que je t'ai offert pour nettoyer son scooter. Ma mère, Martine, a levé les yeux de son magazine. Elle a souri. Un petit sourire condescendant, fatigué. « Oh, Solange, tu es si sérieuse. Ce n'est qu'un morceau de tissu. Ta sœur ne l'a pas fait exprès, n'est-ce pas, mon cœur ?» a-t-elle lancé à Corinne qui venait d'entrer. « Non, j'ai cru que c'était un vieux truc », a dit Corinne en roulant des yeux. « Tu vois ? Ne fais pas tout un drame pour rien », a conclu ma mère. Je suis restée là, le foulard souillé à la main.
Ce n'était pas un morceau de tissu. C'était 6 mois de mon travail. C'était ma tentative. Et elle venait de la jeter à la poubelle en riant. J'ai arrêté d'essayer de leur faire plaisir. L'incident suivant fut plus grave. J'avais postulé pour une bourse d'excellence. Une bourse qui aurait couvert tous mes frais universitaires. J'avais passé des semaines sur le dossier. La veille de l'envoyer, Corinne, accidentellement, a renversé une tasse de café entière sur la pile de documents. Oh non! Désolée, a-t-elle dit, les yeux grands ouverts, feignant l'innocence la plus totale. Je suis tellement maladroite. J'ai dû tout recommencer en une nuit. J'ai raté la date limite pour la bourse d'excellence. J'ai dû me contenter d'une bourse sur critères sociaux, bien moins importante, qui ne couvrirait que mes frais d'inscription. À l'époque, je l'ai cru. J'ai cru que c'était un accident. J'avais encore cette naïveté. Je ne savais pas encore que la cruauté pouvait porter un si joli visage. J'allais bientôt l'apprendre. L'incident de la bourse m'a laissé avec un goût amer, mais j'étais déterminée. J'avais mon baccalauréat en poche. J'étais acceptée à l'université Lyon 2 en sciences de la vie. J'allais partir, c'était une certitude. La bourse que j'avais obtenue couvrait les frais d'inscription à l'université, mais c'était tout. Il me fallait payer un loyer pour une chambre de bonne, une chambre de service sous les toits, la nourriture, les livres, le transport. J'allais devoir travailler, c'était évident, mais j'avais besoin d'une aide de départ. Juste un petit coup de pouce. J'ai répété mon discours pendant 3 jours. Je calculais le moment parfait. Un soir, après le dîner, mon père lisait son journal et ma mère pliait du linge devant la télévision. Le silence régnait, paisible. Papa, maman, j'ai commencé, ma voix tremblant légèrement malgré ma préparation. Je vais entrer à l'université en septembre. J'ai obtenu une bourse pour les frais d'inscription, mais j'aurais besoin d'un peu d'aide pour payer le loyer de ma chambre de bonne. Juste pour les premiers mois, pour m'installer. J'ai dégluti. Je pensais peut-être à 200 € par mois? Je trouverai un travail à temps partiel dès que possible. Le silence s'est épaissi. Le seul bruit était le froissement du papier journal de mon père. Ma mère n'a pas levé les yeux de ses chaussettes. C'est mon père qui a parlé, ou plutôt, qui a grogné. Une bourse, tu dis. C'est bien. Il a tourné une page. Tu as 18 ans maintenant, Solange. Tu vas à l'université. Tu es une adulte. Il a baissé son journal et m'a regardé par-dessus ses lunettes. Son regard était las, indifférent. Tu te débrouilles financièrement. C'est comme ça qu'on apprend la vie. Tu te débrouilles financièrement. Ces mots. Ils n'ont pas été criés. Ils ont été prononcés calmement, comme une évidence. Comme s'ils parlaient de la météo. Et ils ont frappé plus fort qu'une gifle. J'ai regardé ma mère, dans une dernière tentative désespérée. Elle a haussé les épaules. Ton père a raison, Solange. Nous avons encore Corinne à charge, et elle a des besoins. Tu es l'aînée. Tu as toujours été la plus responsable. La plus responsable. C'était ma punition. Être responsable signifiait être abandonné. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assise à mon bureau, sous la faible lueur d'une lampe, j'ai rempli les formulaires de demande de prêt étudiant. Un prêt garanti par l'État, que j'allais devoir commencer à rembourser dès la fin de mes études. Le poids de cette dette s'est ajouté à celui de la solitude. De l'autre côté du couloir, j'entendais Corinne rire au téléphone. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais juste vide. Comme si une porte venait de se fermer doucement, me laissant seule dans le froid. 3 années ont passé. 3 années d'un combat acharné. Ma vie est devenue un brouillard de cours magistraux, de nuits blanches au laboratoire, et de petits boulots éreintants. Je vivais dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés sous les toits, dans le 7e arrondissement de Lyon. Les murs étaient si fins que j'entendais mon voisin tousser. L'hiver, le givre se formait à l'intérieur de ma fenêtre. L'été, c'était un four. Je n'avais qu'une plaque électrique et un mini-réfrigérateur qui faisait un bruit de moteur d'avion. Je jonglais avec 3 emplois. Je donnais des cours de maths, GIAS,
je faisais le ménage dans des bureaux tôt le matin au centre commercial de la Part-Dieu, et je servais dans un bar le week-end, PHCV Ban. Je survivais avec des baguettes de pain sec, des pâtes premier prix, et des nouilles instantanées. J'étais fatiguée. Profondément fatiguée. J'avais 21 ans et j'en paraissais 30. Ma dette étudiante gonflait. 10 000 euros. 15 000 euros. Pendant ce temps, j'avais gardé un contact minimal avec ma famille. Quelques messages polis pour Noël et les anniversaires. Ils ne demandaient jamais si j'avais assez à manger. Ils ne demandaient jamais si je m'en sortais. Ils supposaient que je me débrouillais. Et puis, un mardi soir, mon téléphone a vibré. J'étais en train de réchauffer ma soupe de nouilles lyophilisée. Une notification du groupe WhatsApp familial, Famille Perrin, que j'avais mis en sourdine depuis des mois. Je l'ai ouvert par réflexe. C'était une photo. Une série de photos. Corinne, 20 ans, rayonnante. Elle tenait un jeu de clés. Derrière elle, la porte d'un appartement. Un magnifique T2, flambant neuf, dans le quartier branché de la Croix-Rousse, avec vue sur la Saône. Sur la poignée de la porte était noué un énorme ruban. Un ruban écarlate. Le même rouge que son scooter. Le message de ma mère en dessous disait « Joyeux 20 ans à notre princesse ». Pour qu'elle puisse enfin lancer sa « boutique de mode ». Nous sommes si fiers de toi, mon cœur. Un nouveau départ pour notre artiste. Je suis restée assise sur mon lit grinçant, dans ma chambre qui sentait le renfermé et le chou froid. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. 3 ans. 3 ans que je me tuais à la tâche pour payer mes études, que je comptais chaque centime pour ne pas mourir de faim, suivant leur verdict, tu te débrouilles. Et Corinne ? Corinne, qui avait arrêté ses études de stylisme après 6 mois parce que les profs ne comprenaient pas sa vision, recevait un appartement. Payé comptant, j'en étais sûre. Pour lancer sa boutique. J'ai regardé ce ruban écarlate. Ce symbole de leur amour, de leur soutien inconditionnel. Un amour et un soutien que je n'avais jamais connu, et que je ne connaîtrai jamais. Ce n'était pas juste de l'injustice. C'était une déclaration. J'étais dehors. J'avais toujours été dehors. Sans un mot, j'ai ouvert les options du groupe WhatsApp. J'ai cliqué sur « Quitter le groupe ». Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Ma mère. Tu as quitté le groupe ? Pourquoi ? C'est une erreur ? Je n'ai pas répondu. J'ai regardé mon bol de nouilles froides. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste commencé à planifier ma véritable évasion. Ma vie sans ma famille est devenue plus simple. Plus dure, mais plus simple. Il n'y avait plus d'attente. Plus d'espoir déçu. Il n'y avait que moi, ma dette, et mon travail. Je me suis enfoncée dans les études comme on s'enfonce dans une tranchée pour éviter les balles. Le monde extérieur était hostile, mais le laboratoire, c'était différent. L'université Lyon 2 était mon champ de bataille. Ma chambre de 9 mètres carrés était mon refuge spartiate. Mais le laboratoire de biologie moléculaire, au 3e étage du bâtiment gris, c'était mon sanctuaire. C'était un endroit où les faits comptaient. Où les résultats parlaient plus fort que les opinions. Un endroit où l'on ne pouvait pas tricher, où l'on ne pouvait pas charmer son chemin vers le succès comme le faisait Corinne. Soit l'expérience fonctionnait, soit elle échouait. J'aimais cette honnêteté brutale. C'était propre. Logique. Je passais mes nuits là-bas, bien après que les autres étudiants soient partis boire des verres sur les quais du Rhône. L'odeur de l'éthanol, le ronronnement constant des centrifugeuses, la lueur bleue des gels d'électrophorèse, c'était ma symphonie. C'était la seule musique qui calmait l'anxiété qui me rongeait à cause de mon prêt étudiant. Je me souviens d'une nuit particulière. Il était 3 heures du matin. J'étais en 3e année de licence. J'essayais de cloner un gène. L'expérience avait échoué 3 fois de suite. J'étais épuisée, j'avais faim, et j'avais un service de 8 heures qui m'attendait au bar dans quelques heures. J'étais assise sur un tabouret, la tête entre les mains, les larmes de frustration me piquant les yeux. Abandonner n'est pas une option, Perrin. J'ai sursauté. La voix était sèche, précise. C'était elle. La professeure Hélène Aubert.
Hélène Aubert était une légende. Une femme d'une soixantaine d'années, petite, les cheveux gris coupés courts, des yeux d'un bleu acier qui semblaient voir à travers vous. Elle était dure, exigeante, et ne tolérait pas la médiocrité. La plupart des étudiants la craignaient. Moi, je l'admirais. Elle ne m'avait jamais vraiment parlé en dehors des cours magistraux. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, qui donnait sur le labo. Elle devait m'observer depuis un moment. Professeur. Je ne comprends pas. J'ai suivi le protocole à la lettre. Elle s'est approchée de ma paillasse. Elle n'a pas regardé mon expérience ratée. Elle a regardé mon cahier de laboratoire. Elle l'a pris. L'a feuilleté. Le silence a duré une éternité. Je pouvais entendre le ventilateur de l'ordinateur. Vous avez suivi le protocole, dit-elle enfin. Mais vous n'avez pas réfléchi. Le protocole est imparfait. Regardez. Ici, la température de Lise. Elle est trop basse pour cet échantillon. Elle a pointé une ligne que j'avais suivie aveuglément. La plupart des étudiants de votre âge veulent finir, a-t-elle dit, me rendant le cahier. Ils veulent la note. Ils veulent le diplôme. Ils récitent. Vous essayez de comprendre. C'est pour ça que vous échouez. J'étais confuse. Je ne comprends pas. Vous échouez parce que vous vous battez avec le problème, au lieu de vous contenter de recopier. C'est bien. Elle a eu un très léger sourire. Mais la prochaine fois, battez-vous plus intelligemment. Lisez la publication originale, pas seulement le protocole du kit. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Vous n'êtes pas comme les autres, Perrin. Vous êtes méticuleuse. Vous ne suivez pas les instructions aveuglément, d'habitude. Qu'est-ce qui cloche ce soir? Je l'ai regardé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai été honnête. Je suis fatiguée, professeur. J'ai 2 autres boulots. J'ai du mal à me concentrer. Elle a hoché la tête, son regard s'adoucissant une fraction de seconde. Rentrez chez vous. Dormez. Mais demain, venez me voir dans mon bureau à 9 heures. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans ma petite chambre. Mais ce n'étaient pas des larmes de frustration. C'étaient des larmes de reconnaissance. En une phrase, Hélène Aubert m'avait donné ce que ma famille m'avait refusé toute ma vie, elle m'avait vu. Elle avait vu ma fatigue, mais surtout, elle avait vu mon potentiel. Le lendemain, à 9 heures précises, j'étais dans son bureau. Elle m'a offert un poste d'assistante de recherche rémunérée. Un petit contrat, quelques heures par semaine, mais c'était assez pour que j'abandonne mon travail au bar. C'était plus que de l'argent. C'était une bouée de sauvetage. Le laboratoire est devenu ma vraie maison. Hélène Aubert est devenue mon mentor. Elle m'a appris la rigueur, la patience, et la beauté de l'échec intelligent. Elle était la figure maternelle que je n'avais jamais eue. Sous sa direction, j'ai commencé à m'épanouir. Mon travail devenait bon. Vraiment bon. J'ai fini ma licence, puis mon master, toujours en tête de promotion. Elle m'a offert une chance de m'échapper de Lyon et de la pauvreté qui me collait à la peau. Elle m'a offert une chance d'aller à Paris. Mais j'ai commis une terrible erreur, dans un moment de faiblesse, un moment où j'espérais naïvement une étincelle de fierté, j'ai partagé la nouvelle avec mon père. Hélène Aubert m'avait convoqué dans son bureau quelques mois avant ma soutenance de master. Son visage était sérieux, mais ses yeux bleus d'habitude si vifs brillaient d'une lueur particulière. Solange, m'a-t-elle dit, elle avait commencé à m'appeler par mon prénom en Master 2, votre travail sur la signalisation cellulaire est exceptionnel. Franchement, c'est d'un niveau de doctorat. J'ai rougi. Merci, professeur. Ce n'est pas un compliment, c'est un fait. Et les faits appellent à des actions. J'ai des contacts. Il y a une place pour un doctorat entièrement financé qui s'ouvre à Paris-Saclay. Paris-Saclay. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas seulement Paris. C'était le Harvard français de la recherche scientifique. Le centre névralgique de l'innovation. Une thèse là-bas, ce n'était pas seulement une carrière assurée, c'était l'Olympe. C'est l'élite, Solange. C'est compétitif. Ils ne prennent que les meilleurs. Mais je pense que c'est pour vous.
Je suis prête à mettre mon nom en jeu pour vous. Un financement complet, j'ai murmuré, osant à peine y croire. Cela signifiait la fin des prêts étudiants. La fin des petits boulots. 3 ans dédiés uniquement à la science. Complet, a-t-elle confirmé. Cela signifie quitter Lyon, quitter votre situation actuelle. C'est votre porte de sortie. J'ai remercié la professeure Aubert avec des larmes dans les yeux. Je suis sortie de son bureau en flottant. C'était mon billet d'or. Ma revanche. J'étais euphorique. Et dans cette euphorie, j'ai fait une bêtise. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis des mois, depuis l'histoire de l'appartement. Mais cette nouvelle était trop grosse. J'ai ressenti ce besoin stupide, enfantin, d'obtenir leur approbation. Juste une fois. Prouver à mon père que la fille, responsable, avait réussi. J'ai appelé la ligne fixe de la maison. C'est mon père, Bernard, qui a décroché. Papa, c'est Solange. J'ai des nouvelles. Ah, fut sa réponse. Le son de la télévision en fond. J'ai été acceptée pour un doctorat à Paris. À Paris-Saclay. C'est une grande opportunité. Tout est financé. Silence à l'autre bout du fil. J'entendais les rires d'une émission de jeu. Ah. C'est bien. Il a tout sauté. Paris, c'est loin. Et c'est cher. N'attends pas d'argent de notre part pour le TGV. Mon sourire s'est figé. Non. Bien sûr. Je voulais juste partager la nouvelle. Très bien. Bon. Je dois y aller, le match commence. Au revoir. Il a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, le cœur lourd. Pourquoi avais-je espéré autre chose? J'aurais dû m'en tenir là. Mais je ne savais pas que mon père, dans son indifférence, avait commis une erreur fatale. Il avait transmis le message à Martine. 2 jours plus tard, ma mère m'a appelé. Sur mon portable. J'ai été surprise qu'elle ait encore mon numéro. Sa voix était faussement enjouée, mielleuse. Paris? Ma chérie. Quelle idée! Mais pourquoi si loin? C'est si grand, si dangereux. Tu seras toute seule. Je ne serai pas seule, maman, je serai dans un laboratoire. Et tu sais, m'a-t-elle coupé, ta sœur Corinne a tellement besoin d'aide en ce moment. Sa boutique, c'est difficile de démarrer, tu sais. Elle a tellement de talent, mais pas le sens des affaires. Elle a besoin de quelqu'un de stable, de responsable, comme toi. Tu ne pourrais pas rester à Lyon? Trouver un bon travail stable dans un laboratoire ici, et l'aider un peu financièrement? La famille, c'est fait pour ça, non? Le sang m'est monté à la tête. La même rengaine. Maman, je ne vais pas sacrifier ma carrière pour financer les caprices de Corinne. Je pars à Paris. Le ton mielleux a disparu. Solange, tu es si égoïste. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Fait pour moi? Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, à part me dire de me débrouiller? Je pars. C'est ma vie. J'ai raccroché. J'étais en colère, mais aussi fière de m'être défendue. J'aurais dû savoir que ce n'était pas la fin. Martine n'abandonne jamais quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Une semaine plus tard, Hélène Aubert m'a convoquée. Son visage était sombre. Pas en colère. Sombre. Solange, asseyez-vous. J'ai reçu un courriel anonyme à votre sujet. Mon cœur s'est arrêté. Elle a tourné son écran d'ordinateur vers moi. L'expéditeur était _ami.de.la.famille@gmail.com. Mais le contenu, c'était du poison pur. Madame la professeure, je pense que vous devriez savoir que Solange Perrin n'est pas la personne que vous croyez. C'est une jeune femme psychologiquement instable, issue d'une famille très compliquée qui a fait de son mieux pour elle. Elle a toujours eu tendance à exagérer, voire à inventer des résultats pour plaire à ses professeurs. Je ne serais pas surpris qu'elle ait gonflé ses données de master pour obtenir cette place prestigieuse à Paris. Elle est manipulatrice et ingrate. Je ne pouvais plus respirer. C'était une attaque directe, non seulement contre ma personne, mais contre mon intégrité scientifique. C'était une tentative de me détruire professionnellement. Ce n'est pas vrai, j'ai suffoqué,
les larmes montant. Je le sais. La voix d'Hélène Aubert était calme, tranchante. Elle a fermé son ordinateur. Je connais ce genre de poison. C'est petit, c'est lâche, et c'est le signe d'une jalousie pathologique. C'est une tentative de vous retenir. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas besoin de vous demander qui a écrit ça. Je sais ce que je vois, Solange. Je vois votre travail. Ce courriel est une poubelle. Elle a cliqué sur sa souris. Et voilà où finissent les poubelles. Elle l'avait supprimé. Votre lettre de recommandation est partie ce matin. Ne laissez pas leur petitesse vous définir. J'avais 22 ans, et ma propre mère venait d'essayer de détruire mon avenir. Pour me garder sous sa coupe, pour me forcer à financer ma sœur. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous abandonné? Auriez-vous confronté votre famille, fait un scandale? Ou auriez-vous fait comme moi? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Parce que je n'ai rien fait. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas crié. J'ai pris le TGV pour Paris avec 2 valises, 300 € sur mon compte en banque, et un nouveau numéro de téléphone. Cette fois, j'étais parti pour de bon. Descendre du TGV à la gare de Lyon à Paris, c'était comme atterrir sur une autre planète. L'air était différent, plus rapide, chargé d'une énergie électrique. J'avais peur, mais pour la première fois de ma vie, j'étais excitée. Le campus de Paris-Saclay était un monde à part. Un univers de verre et d'acier, rempli de certains des cerveaux les plus brillants du pays. Personne ne se souciait de qui était votre mère, de comment vous étiez habillé, ou du scooter que vous conduisiez à 16 ans. On se souciait de votre cerveau. De vos idées. De votre travail. Pour la première fois de ma vie, j'étais jugée sur la seule chose que je maîtrisais, mon intelligence. Et j'appartenais à cet endroit. Les premiers mois ont été intenses. Le niveau était incroyablement élevé. J'étais entourée de gens brillants, de diplômés des plus grandes écoles. J'ai dû me battre. J'ai dû travailler 2 fois plus dur pour prouver ma place, moi, la petite boursière de Lyon 2. Mais j'aimais ça. J'aimais le défi. L'imposture que ma mère avait tenté de créer n'existait pas. J'étais bonne dans ce que je faisais. C'est là que j'ai rencontré Étienne. Étienne était un autre doctorant, dans un laboratoire voisin, en physique. Il n'était pas flamboyant, pas du genre à attirer l'attention. Il était solide. Calme, réfléchi, avec un sens de l'humour pince sans rire qui me prenait toujours par surprise, et des yeux incroyablement gentils. La gentillesse me mettait mal à l'aise. Quand il m'a invité à prendre un café après une réunion de département, mon premier réflexe a été la méfiance. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Ma famille m'avait appris que rien n'était gratuit. Chaque acte de gentillesse apparent cachait une future demande. J'ai refusé poliment. Je suis très occupé, merci. Il a juste souri. Un sourire calme, qui n'exigeait rien. Une autre fois, peut-être. Il n'a pas insisté. Il a continué à être mon collègue. À me saluer, à me poser des questions intelligentes sur mon travail, à partager un article qu'il pensait que j'aimerais. Il n'y avait aucune pression, aucune attente. Il lui a fallu 6 mois. 6 mois de patience tranquille, pour que je baisse enfin ma garde. Pour que je comprenne que sa gentillesse n'était pas une transaction. C'était juste, lui. Quand il m'a réinvité, j'ai dit oui. Notre premier, vrai, rendez-vous, c'était un vieux film d'art et d'essai au Champeau, dans le quartier latin. Une soirée froide de novembre. Au milieu du film, dans l'obscurité, il a tendu la main et a doucement pris la mienne. Ma réaction a été viscérale. J'ai failli la retirer. J'ai senti la panique monter, une sueur froide dans mon dos. Le contact physique, la tendresse, c'était un territoire inconnu et dangereux. Mon corps tout entier me criait de fuir, que c'était un piège, que la vulnérabilité était une faiblesse qui serait punie. Mais j'ai regardé son profil dans la pénombre. Il regardait le film, sa main tenant la mienne simplement, sans attente. Et je me suis forcée à respirer. Je suis restée. J'ai laissé ma main dans la sienne. C'était terrifiant. Et c'était merveilleux. La gentillesse était un langage étranger,
mais Étienne m'apprenait patiemment à le parler. Il a écouté mon histoire. Pas toute, pas au début. Juste des bribes. Il n'a pas jugé. Il n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit. Il a juste cru en moi. Les années de doctorat ont filé. Mon travail sur les protéines recombinantes a commencé à attirer l'attention. C'était plus qu'une thèse, c'était une découverte. Une nouvelle méthode qui pouvait potentiellement changer la façon dont on produisait certains médicaments, en les rendant plus rapides à fabriquer et moins chers. Étienne, qui avait lui aussi brillé dans son domaine, a vu le potentiel. Solange, m'a-t-il dit un soir, alors que nous mangions des pizzas dans notre petit appartement d'étudiant. Ce que tu as trouvé, ce n'est pas seulement académique. C'est commercial. C'est une révolution. Tu crois? J'en suis sûre. On devrait créer une entreprise. Une entreprise. Moi? La fille qui mangeait des pâtes sèches à Lyon? La fille qui avait une peur bleue de demander 200 €? On peut le faire, a-t-il dit, en me prenant la main. Cette fois, je n'ai pas tressailli. Ensemble. Nous avons déposé des brevets. Nous avons défendu notre projet devant des investisseurs providentiels. Nous avons utilisé nos maigres économies. C'était terrifiant. Nous avons créé notre start-up. Nous l'avons appelée Sol Éthique, pour Solange et Étienne, mais aussi pour le côté Solutions éthiques. Le succès n'est pas venu tout de suite. Ce furent des années de nuits blanches, de doutes, de sacrifices financiers. Nous nous sommes mariés simplement, à la mairie du 13e arrondissement. Notre lune de miel a été une conférence à Berlin. Mais nous y croyions. Et puis, un jour, notre technologie a fonctionné. Un grand groupe pharmaceutique a validé notre méthode. Les investissements ont afflué. Et un jour, le téléphone a sonné. C'était un journaliste. Le Figaro Économie. Une semaine plus tard, j'étais en couverture du supplément scientifique. Dr Solange Perrin, la chercheuse lyonnaise qui révolutionne la biotechnologie. J'ai regardé mon nom, imprimé en grosses lettres. J'avais réussi. Je n'étais pas seule. J'avais construit une vie, une vraie vie, à partir de rien. Le succès est un phare. Il guide vos amis jusqu'à vous, mais il attire aussi les monstres qui attendaient dans l'ombre. Et le téléphone de mon bureau s'est mis à sonner. Docteur Perrin, la voix de notre réceptionniste, Chantal, résonna dans l'interphone de mon bureau. Il y a une femme à l'accueil. Une certaine Martine Perrin. Elle dit qu'elle est votre mère. Mon sang s'est glacé. Je n'avais pas parlé à ma mère depuis cette tentative de sabotage, des années auparavant. Des années de silence total. J'avais changé de numéro. J'avais construit une forteresse autour de ma nouvelle vie à Paris. Et maintenant, elle était là. En bas. Dans mon immeuble. Comment m'avait-elle trouvé? Le Figaro, bien sûr. L'article mentionnait le nom de notre start-up, Sol Éthique, et l'adresse de notre siège social près de la place d'Italie. J'ai regardé Étienne, qui partageait mon bureau. Il a vu la panique dans mes yeux. Dis-lui de partir, a-t-il murmuré. Tu ne lui dois rien. J'ai secoué la tête. Je ne pouvais pas. Si je la laissais en bas, elle ferait une scène. Ma mère était une experte pour faire des scènes. C'était lâche. Je devais y faire face. Faites-la monter, Chantal, j'ai dit, ma voix étonnamment stable. Je me suis levée. J'ai lissé ma robe. J'ai attendu, le dos droit, les mains jointes derrière le dos. Une position de pouvoir que m'avait apprise Hélène Aubert. Ne jamais les laisser voir que tu as peur. Les portes de l'ascenseur au bout du couloir se sont ouvertes. Et l'odeur m'a frappée avant même que je ne la voie. J'adore de Dior. Une fragrance opulente, presque suffocante. Ma mère s'en était toujours aspergée, comme pour marquer son territoire. Cette odeur, pour moi, c'était l'odeur de la manipulation, des reproches voilés, des Noëls tendus. Puis elle est apparue. Martine. Elle était exactement comme dans mes souvenirs, mais en même temps différente. Toujours impeccable, le chignon serré, pas un cheveu de travers. Le collier de perles qu'elle portait pour les grandes occasions. La confiance d'une femme qui pense que tout lui est dû.
Mais il y avait quelque chose de nouveau. Une sorte d'avidité dans son regard. Et son sac. Elle portait un sac qui se voulait être un Hermès Birkin, mais dont la couture légèrement inégale et la rigidité du cuir trahissaient la contrefaçon. Ma mère avait toujours été obsédée par les apparences, même si elles étaient fausses. Solange, s'est-elle exclamée, ouvrant grand les bras comme si nous nous étions quittés la veille après un déjeuner agréable. Je n'ai pas bougé. Mon corps était raide comme une planche. Elle a laissé tomber ses bras, légèrement décontenancée par mon accueil glacial. Mais elle a rapidement retrouvé son assurance. Maman, ai-je dit froidement. Quelle surprise. Elle est entrée dans mon bureau sans y être invitée. Ses yeux ont balayé la pièce. Les baies vitrées donnant sur Paris. Le mobilier design. Les brevets encadrés au mur. Un sifflement d'admiration ou d'envie lui a échappé. Alors, c'est ici que le génie travaille? Son ton était mielleux, faux. C'est impressionnant. J'ai présenté Étienne, qui se tenait à côté de moi, protecteur. Voici Étienne, mon mari et mon partenaire. Elle lui a à peine accordé un regard. Un petit, enchanté, distrait. Elle n'était pas là pour lui. Tu ne nous as même pas appelés, a-t-elle poursuivi, feignant la blessure d'une mère aimante. Imagine ma surprise. J'ouvre le Figaro et je vois ma propre fille. Ma fille, une célébrité. J'ai pleuré de fierté, tu sais. J'ai appelé toute la famille. J'ai failli m'étouffer. La fierté. Après avoir tenté de détruire ma carrière. J'ai changé de numéro, maman. Tu le sais. Oh, je sais bien, a-t-elle dit en riant légèrement, comme si c'était une plaisanterie d'enfant. Tu es si occupée avec ta vie importante. C'est pour ça que je suis venue. Je me suis dit, Martine, ta fille est une star, elle a sûrement oublié de t'appeler. Une famille, ça doit fêter les succès ensemble, non? Famille? Quel succès? Le succès qu'elle avait essayé de détruire? J'ai indiqué une chaise. Assieds-toi, maman. Qu'est-ce que tu veux? Mon ton direct la surprise. Le masque s'est légèrement fissuré. Toujours aussi direct, Solange. Tu n'as pas appris la diplomatie à Paris? Elle s'est assise, posant son sac contrefait sur la table en acajou massif. Le contraste était saisissant. Elle a pris son temps, savourant l'instant, reprenant le contrôle de la scène. En fait, Solange. A-t-elle commencé, son ton devenant soudainement sérieux, presque commercial. Elle a ouvert son sac. Je suis venue pour une raison précise. Elle a sorti un papier plié en 4. Une feuille blanche, simple. Elle l'a posé sur le bureau, entre elle et moi. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé le papier. Mon cœur battait à un rythme lourd et lent dans ma poitrine. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que ce n'était pas une carte de félicitations. C'était une menace. L'air dans le bureau était devenu lourd, presque irrespirable. Étienne, sentant que nous étions arrivés à un point de non-retour, a dit calmement, « Chérie, je vais voir si Chantal a besoin d'aide pour le dossier X. » C'était notre code pour « Je te laisse gérer ça, mais je suis juste derrière la porte. » Il est sorti, fermant doucement la porte. Me laissant seul face à elle. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé à nouveau, ma voix plus ferme que je ne le pensais. J'ai beaucoup réfléchi, Solange, a commencé Martine, joignant les mains sur son sac contrefait. Depuis que j'ai vu cet article. J'ai réfléchi à tout ce que j'ai fait pour toi. Pour vous deux, Corinne et toi. J'ai réfléchi à tous mes sacrifices. Elle a pris une inspiration théâtrale, comme une actrice se préparant pour sa grande scène. Tu sais, je n'ai pas toujours été qu'une simple mère de famille à Bron. Quand j'étais jeune, j'étais brillante. J'avais du talent. J'avais un œil pour la mode. J'avais une offre incroyable. Pour travailler chez Chanel, à Paris. Tu imagines? J'aurais pu être quelqu'un. Une créatrice. Elle m'a regardé avec une intensité que je ne lui connaissais pas, une sorte de fièvre dans les yeux. Je n'avais jamais entendu cette histoire. Était-ce vrai? Ou une invention pour la scène d'aujourd'hui? Peu importait. Mais, a-t-elle continué, sa voix se chargeant d'un trémolo pathétique, je suis tombée enceinte de toi.
Et puis de Corinne. Et j'ai fait un choix. Le choix d'une mère. J'ai choisi ma famille. J'ai choisi de rester à Bron, de vous élever. Ton père, il n'a jamais compris mes ambitions. Il était content avec sa petite vie, son petit travail. J'ai tout sacrifié pour vous. Ma carrière. Mes rêves. Paris. Un silence. Elle attendait que je la remercie, que je pleure de gratitude pour ce sacrifice dont elle ne m'avait jamais parlé. Je n'ai rien dit. Mon silence l'a agacée. Alors, a-t-elle dit, sa voix se durcissant. Elle a poussé le papier vers moi. Ouvre-le. Mes mains tremblaient légèrement. Je l'ai déplié. Ce n'était pas une lettre. C'était une facture. Tapée à l'ordinateur. Méticuleuse. Détaillée. Comme un devis d'artisan. Ligne par ligne. Frais de scolarité, école publique, 18 ans, suivi d'un montant absurde. Nourriture, 18 ans x 365 jours x 3 repas, un autre montant. Vêtements, manteaux, chaussures, uniformes, frais médicaux, vaccins, visite chez le médecin, et la dernière ligne, celle qui m'a coupé le souffle, celle qui m'a donné la nausée, travail émotionnel, soutien moral et sacrifice de carrière, Chanel. Tout en bas, en gras, souligné. Total du, 1 million €. 1 million d'euros. J'ai regardé le chiffre. Puis j'ai relevé les yeux vers elle. Je ne comprenais pas. C'était une blague? Une métaphore cruelle? 1 million d'euros, ma voix était un souffle. Elle a souri. Un sourire froid, satisfait. Elle avait joué sa carte maîtresse. C'est une estimation très prudente. C'est le minimum absolu de ce que j'aurais gagné si j'avais poursuivi ma carrière chez Chanel au lieu de m'occuper de vous. Et maintenant que tu as réussi, grâce à moi, grâce à mon sacrifice, il est temps de rembourser. C'est la justice, Solange. J'ai enfin compris. Ce n'était pas une blague. Elle était venue réclamer son dû. Elle voyait mon succès, mon nom dans le Figaro, mon bureau, et elle le voyait comme le sien. J'étais son investissement qui arrivait enfin à maturité. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Non pas mon cœur. Mon cœur était brisé depuis longtemps. C'était la dernière, infime particule d'illusion que j'avais encore sur cette femme. La petite voix qui, au fond de moi, espérait encore qu'elle m'aimait. Elle ne m'aimait pas. Elle ne m'avait jamais aimé. Elle m'avait élevé. Et maintenant, elle présentait la facture. J'ai regardé la facture. Puis je l'ai regardée, elle. Son visage avide, ses yeux brillants d'excitation. Et une chose étrange s'est produite. La peur a disparu. La tristesse a disparu. Tout ce qui restait, c'était un calme froid, absolu. Maman, ai-je dit, et ma voix était soudainement calme, aussi froide que la sienne. C'est de la folie. C'est de la justice, Solange. Tu n'aurais rien sans moi. Les enfants ne doivent rien à leurs parents pour être nés, j'ai dit, me levant lentement. Je me sentais incroyablement grande. Les parents choisissent d'avoir des enfants. C'est leur responsabilité. Pas un investissement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne te donnerai pas un centime. Son sourire s'est évaporé. Le masque de la mère aimante est tombé, révélant le visage hideux de la cupidité et du narcissisme. Tu oses, a-t-elle sifflé, sa voix tremblant de rage. Après tout ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Tu m'as dit de me débrouiller. C'est ce que j'ai fait. Tu as essayé de saboter ma carrière. Et maintenant tu viens réclamer les fruits de mon travail? J'ai pris la facture et je l'ai déchirée. Lentement. En 2. Puis en 4. Elle a halté, comme si je venais de la frapper. Sors, ai-je dit. Elle s'est levée d'un coup, son sac contrefait tombant au sol. Alors, tu n'es plus ma fille, a-t-elle crié. Tu n'es rien. Une ingrate. Une salope égoïste. Elle a marché vers la porte, puis s'est retournée pour un dernier coup. Ton père. Bernard. Il aurait honte de ce que tu es devenu. Utiliser mon père, l'homme qui n'avait jamais levé le petit doigt pour me défendre, comme une arme. C'était la touche finale. La porte a claqué.
Je suis restée assise là, regardant les morceaux de papier sur mon bureau. 1 million d'euros. Le prix de ma naissance. Et pour la première fois, je n'ai pas pleuré de tristesse. J'ai pleuré de soulagement. Le monstre était enfin sorti de sa cage. Je savais enfin à quoi j'avais affaire. Et je savais que j'étais libre. Le soulagement a été de courte durée. La rage est venue ensuite. Pas une rage chaude, impulsive, mais une rage froide, calculatrice. La rage de la survivante. Étienne est revenu dans le bureau dès qu'il a entendu la porte claquer. Il a vu les morceaux de papier sur mon bureau. La facture? La facture, ai-je confirmé. 1 million d'euros. Il a sifflé. Elle est complètement folle. Qu'est-ce qu'on fait? On se protège, ai-je dit. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau de notre avocat d'affaires, Maître Dubois. Je lui ai tout raconté. L'histoire de Lyon. Le sabotage par courriel. La facture d'1 million. Elle est narcissique, maître. Et elle est vindicative. Elle ne s'arrêtera pas là. Que voulez-vous faire, m'a-t-il demandé. Nous pouvons demander une ordonnance restrictive pour harcèlement. Non, ai-je dit. Ce serait lui donner ce qu'elle veut, un drame, une attention. Je veux faire l'inverse. Je veux la contenir. Je veux mettre en place une fiducie. Il m'a regardé, surpris. Une fiducie? Pour elle? Après ce qu'elle a fait? Précisément. Je ne lui donnerai jamais ce qu'elle demande. Mais je ne veux pas non plus qu'elle finisse à la rue. Non pas par pitié pour elle, mais pour moi. Si elle devient indigente, elle deviendra mon problème légal. Je veux couper ce lien. Je lui ai expliqué. Je veux mettre en place un fonds. J'irai par vous. Assez pour qu'elle vive décemment à Bron, qu'elle paie ses factures. Pas un centime de plus. Elle ne doit jamais toucher au capital. Elle reçoit un versement mensuel, c'est tout. Et en échange, elle signe un accord de confidentialité et de non-harcèlement. Si elle parle, si elle nous contacte, les paiements s'arrêtent. Est-ce clair? Mon avocat m'a regardé avec un nouveau respect. Très clair, docteur Perrin. C'est impitoyable. Non, ai-je répondu. C'est une frontière. Je la gère, pour qu'elle n'ait plus jamais à m'approcher. La fiducie a été mise en place. Maître Dubois a contacté Martine. Elle a dû comprendre qu'elle n'obtiendrait rien d'autre. Elle a signé. Je suis retournée au travail. Je pensais que c'était fini. C'était sans compter sur Corinne. Ma mère avait peut-être signé, mais Corinne, elle, n'avait rien promis. L'assaut a commencé. Mon téléphone professionnel s'est mis à sonner. C'était Corinne. Elle avait dû obtenir le numéro par l'accueil. Sa voix était stridente, pleine d'une indignation fabriquée. Égoïste. Salope. Comment oses-tu faire ça à maman? Une fiducie? Tu te prends pour qui? Tu lui jettes des miettes alors que tu nages dans l'argent? Bonjour, Corinne. Ça fait longtemps. Ne me parle pas sur ce ton. Maman a tout donné pour nous. Elle a sacrifié sa carrière chez Chanel pour Théoi. Elle a raison, tu devrais payer. Tu nous dois tout. La fameuse carrière chez Chanel. C'était donc devenu leur nouvelle vérité, leur évangile familial. Corinne, je n'ai pas le temps pour ça. Tu n'as pas le temps? Bien sûr que non. Madame la grande scientifique à Paris. Tu te crois meilleure que nous? Tu nous dois tout. Tu n'es qu'une ingrate, une voleuse. J'ai raccroché et bloqué son numéro. L'attaque est alors devenue publique. Quelques jours plus tard, Étienne est entré dans mon bureau, l'air grave. Il tenait son téléphone. Solange, tu devrais voir ça. Il m'a montré un groupe Facebook. Et un blog. Un blog au design criard, rempli de fautes d'orthographe. Le titre, La fille ingrate de Lyon. C'était anonyme, mais l'auteur, c'était Corinne. Sans aucun doute. Son style était reconnaissable. C'était une version totalement déformée de notre vie. Elle racontait l'histoire du foulard en soie. Ma sœur m'a hurlé dessus et m'a traité de voleuse simplement parce que j'avais emprunté un de ses vieux foulards.
Elle a toujours été jalouse de moi, de ma créativité. Elle parlait de l'appartement de la Croix-Rousse. Mes parents m'ont aidé à démarrer mon entreprise, parce qu'ils croient en l'art. Et ma sœur, consumée par la jalousie, a coupé les ponts avec nous, nous traitant de parasites. C'était un tissu de demi-vérités et de mensonges éhontés, conçu pour me faire passer pour le monstre. C'est dégoûtant, j'ai murmuré. Ce n'est pas tout, dit Étienne. L'attaque était devenue professionnelle. Corinne, ou plutôt Martine qui lui dictait quoi faire, avait trouvé la liste de nos principaux investisseurs sur notre site web. Elle leur avait envoyé des courriels. Ma sœur, Dr Solange Perrin, est psychologiquement instable. Elle a volé de l'argent à notre famille et nous harcèle. Nous craignons pour sa santé mentale et pour la stabilité de votre investissement. Mon sang s'est retiré de mon visage. C'était la même tactique qu'à Lyon. Mais cette fois, ce n'était pas un poste de doctorat qu'elle visait. C'était mon entreprise. Ma vie. C'est de la diffamation, a dit Étienne, sa voix dure. Cette fois, ça suffit. On va porter plainte. On va les traîner en justice. On va les détruire. J'ai regardé le courriel. J'ai regardé le blog. Et j'ai secoué la tête. Non, Étienne. Quoi? Solange, ils essaient de nous détruire. Non, ai-je répété, plus fermement. C'est ce qu'elles veulent. Une réaction. Un drame public. Elles veulent que je crie, que je me défende, que je leur donne de l'importance. Si nous portons plainte, l'histoire sera partout. Ce sera leur parole contre la mienne. J'ai regardé mon mari. La meilleure réponse à ce genre de poison, c'est le silence. Nos investisseurs nous connaissent. Ils savent qui je suis. Nous n'avons rien fait. Étienne a envoyé un simple courriel à nos investisseurs. Nous sommes au courant de tentatives de diffamation de la part d'un membre de la famille de Solange aux prises avec des problèmes personnels. Nous avons pleine confiance en notre direction et considérons ce dossier comme clos. Le blog de Corinne est mort faute d'audience. Les investisseurs ont ignoré les courriels. Le silence a gagné. J'avais construit une forteresse qu'elle ne pouvait pas pénétrer. J'ai passé 8 ans à construire ma vie, brique par brique. Je pensais que le passé était enfin mort. Jusqu'à ce matin, à Marseille. 8 années ont passé. 8 années de travail acharné, de succès, et, surtout, de paix. Notre entreprise, Soléthique, était devenue un leader dans le domaine des biotechnologies. Nous n'étions plus une start-up, mais une PME florissante. Étienne et moi n'étions plus seulement des partenaires en affaires, nous étions des partenaires dans la vie. Nous avions construit une vie ensemble, une vie basée sur le respect mutuel et la confiance. L'une de nos plus grandes fiertés était la Bourse Hélène Aubert, un fonds que nous avions créé après le décès de mon mentor, Hélène, morte paisiblement 2 ans après ma thèse. Cette bourse finançait des jeunes femmes issues de milieux défavorisés qui voulaient poursuivre des études scientifiques. Nous donnions à d'autres filles la chance que j'avais failli perdre. C'était mon héritage, le vrai. Je ne pensais presque plus à ma famille. La fiducie que j'avais mise en place fonctionnait en pilote automatique. L'avocat m'envoyait un relevé annuel. L'argent était versé à Martine. Je n'avais aucun contact direct. J'avais entendu des rumeurs, par une vieille tante éloignée de Lyon avec qui j'avais gardé un contact minimal pour les fêtes. La boutique de Corinne avait fait faillite, comme c'était prévisible. Elle n'avait jamais été une artiste, juste une enfant gâtée. Elle avait accumulé des dettes énormes. Martine et Bernard, dans un dernier acte de sacrifice insensé, avaient vendu la maison de Bron pour éponger les dettes de leur princesse. Après cela, Corinne avait disparu. La rumeur disait qu'elle était partie en Espagne avec un homme, emportant le peu d'argent qui restait de la vente de la maison. Bernard, mon père, l'homme silencieux, était décédé d'une crise cardiaque peu de temps après. Seul, dans un petit appartement de location. Stress, chagrin, culpabilité? Je ne le saurai jamais. Je n'ai pas été prévenu de l'enterrement. Je l'ai appris 6 mois plus tard. Et Martine? Personne ne savait. Elle avait disparu des radars. J'étais à Marseille pour une conférence scientifique. J'étais l'oratrice principale.
J'avais un après-midi de libre avant mon intervention. Je me promenais sur le vieux port, profitant du soleil d'octobre, de l'odeur de la mer et de l'anis des pastis servis aux terrasses. Et je l'ai vue. Assise sur les marches de l'église Saint-Féréol. Une femme. Une vieille femme. Ses cheveux gris étaient emmêlés, sales. Ses vêtements étaient usés, tachés. Elle tenait un gobelet en carton vide. Son regard était fixe, vide, regardant sans voir les touristes qui passaient. Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était pas possible. Mais c'était elle. C'était Martine. Je suis resté figé à 10 mètres de là. La femme qui m'avait facturé 1 million d'euros pour son « sacrifice de carrière » était assise là, mendiant. Ma première réaction, ce ne fut pas de la pitié. Ce ne fut pas de la haine. Ce ne fut même pas de la satisfaction. Ce fut un vide immense. Un sentiment d'absurdité totale. Tout ce drame, toute cette colère, toute cette ambition tordue, pour en arriver là. La femme qui avait voulu me détruire était maintenant détruite. Par sa propre fille favorite, par sa propre folie. Je suis resté immobile pendant une longue minute. J'aurais pu faire demi-tour. J'aurais dû faire demi-tour. Personne ne m'en aurait voulu. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis allé à une terrasse de café, j'ai commandé 2 grands cafés à emporter. Je suis revenu. Je me suis assise sur les marches, à côté d'elle. Elle n'a pas tourné la tête. Elle a juste senti la chaleur du gobelet que je lui tendais et l'a pris d'une main tremblante, sans me regarder. Nous sommes restés assis en silence pendant 5 minutes, buvant notre café. Les mouettes criaient au-dessus de nous. Puis, d'une voix rauque, elle a parlé. « Il fait froid aujourd'hui. »« Oui, ai-je dit. » Ma voix. Elle a tourné la tête vers moi. Lentement. Ses yeux ont mis du temps à faire le point. Elle a froncé les sourcils. Puis, la reconnaissance a éclaté, suivie non pas de joie, non pas de honte, mais d'une peur abjecte. « Solange ?» Ce n'était qu'un murmure. « Bonjour, maman. » Nous avons parlé. Ou plutôt, elle a parlé. Par fragments. Des phrases décousues, brisées. La mort de Bernard. La trahison de Corinne. Elle m'a tout pris, tout. La maladie. Elle avait un problème pulmonaire. Elle avait tout perdu. L'orgueil m'a tout pris, Solange. Tout ce que Corinne n'avait pas pris. Je l'ai écouté. Je n'ai pas offert de réconfort. Je n'ai pas offert de pardon. J'ai juste écouté la fin d'une histoire tragique et auto-infligée. Quand elle a eu fini, un long silence s'est installé. Je dois y aller, ai-je dit en me levant. Ma conférence commence. Elle a hoché la tête, s'attendant à ce que je parte. Elle a resserré ses mains autour du gobelet vide. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé mon avocat, Maître Dubois. Il gérait toujours mes affaires. Maître Dubois, c'est Solange Perrin. J'ai besoin que vous activiez la fiducie de ma mère à son plein potentiel. J'ai besoin que vous lui trouviez une place. Un EHPAD, maison de retraite médicalisée. Propre, sûr, et à Marseille. Immédiatement. Utilisez le capital s'il le faut. J'ai raccroché et j'ai regardé Martine. Quelqu'un vous contactera aujourd'hui pour vous emmener. Ils prendront soin de vous. Elle me regardait, la bouche ouverte, les larmes coulant sur ses joues sales. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas vous, ai-je dit. Je ne le faisais pas en tant que fille. Je le faisais en tant qu'être humain refusant d'être aussi cruel qu'elle l'avait été. Je suis partie sans me retourner. Je n'ai pas dit au revoir. Je pensais que c'était la fin. Mais il restait encore une chose. Une semaine plus tard, j'étais de retour à Paris, dans mon bureau. L'assistante sociale de l'EHPAD que mon avocat avait trouvé m'a appelé. C'était un établissement de bonne qualité, avec des soins médicaux. Docteur Perrin ? Je voulais juste vous confirmer que votre mère, Madame Martine Perrin, est bien installée. Elle a une chambre privée, elle est en sécurité et elle reçoit des soins pour ses poumons. Merci, ai-je dit, un poids étrange se soulevant de mes épaules. Je vous remercie de votre diligence. Juste une chose pour le dossier, a-t-elle ajouté, un peu gênée. C'est la procédure.
Nous lui avons demandé qui était sa personne de contact en cas d'urgence. Elle a refusé de donner votre nom. J'ai failli rire. Vraiment. J'ai souri, seul dans mon bureau. C'est noté, ai-je dit. Merci de votre appel. J'ai raccroché. Même à la fin, même dans la défaite la plus totale, elle avait besoin d'avoir le dernier mot. Elle avait besoin d'exercer le seul contrôle qui lui restait, le refus. Me refuser le statut de « personne de contact ». C'était sa façon de me dire qu'elle ne m'avait pas pardonné à moi de l'avoir aidée. C'était si petit, si pathétique, et si typique de Martine. Je lui ai laissé cette petite victoire. C'était son droit. La vie a repris son cours. Mon travail, Étienne. Nous avions maintenant 2 garçons, des adolescents brillants et bruyants qui remplissaient notre appartement de vie. Ma vie était pleine. Pleine de rire, de chaos, de travail acharné, et d'un amour simple, évident, qui n'avait pas besoin de factures ni de sacrifices théâtraux. Quand je regarde mes fils, je sais ce qu'est l'amour parental. Ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas un sacrifice que l'on jette au visage de ses enfants. C'est un don. C'est les voir pour qui ils sont, et non pour ce qu'ils peuvent faire pour vous. C'est les équiper pour qu'ils volent de leurs propres ailes, pas leur couper les ailes pour les garder près de vous. Quelques mois ont passé après cet appel de l'EHPAD. Un matin, sur mon bureau, au milieu des rapports financiers et des publications scientifiques, il y avait une petite enveloppe. Pas d'adresse d'expéditeur. Juste mon nom, Solange Perrin, écrit d'une main tremblante. Je l'ai reconnu. C'était l'écriture de ma mère. Mon cœur a fait un bond. Était-ce une autre demande? Une autre insulte? Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une simple carte blanche. Du genre de celles qu'on trouve dans les hôpitaux ou les maisons de repos. Un seul mot, écrit au stylo bille bleu, au centre de la page. Merci. J'ai d'abord pensé qu'il manquait la suite. Merci pour l'argent, merci pour le café. Mais non. Juste. Merci. Pas d'excuses. Pas de « je t'aime ». Pas de « je suis désolé ». Pas de signature. Mais c'était assez. C'était la fin. La véritable fin. J'ai appris plus tard qu'elle était décédée cette nuit-là, dans son sommeil. Les gens pensent que la clôture, la fin d'une histoire, c'est une grande conversation dramatique où tout le monde pleure et se pardonne. Où la personne qui vous a fait du mal reconnaît enfin ses torts et vous demande pardon à genoux. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est dans les films. Dans la vraie vie, la clôture, c'est différent. C'est le moment où vous arrêtez d'attendre des excuses qui ne viendront jamais. C'est le moment où vous comprenez que l'autre personne ne changera pas, mais que vous avez changé. C'est le moment où vous cessez d'attendre que le passé soit différent. Et vous continuez à vivre quand même. Je ne déteste pas ma mère. Je ne l'aime pas non plus. Je ne ressens plus rien, à part cette immense et paisible distance. Je lui souhaite la paix, où qu'elle soit. Mais loin de la mienne. Si vous avez dû vous reconstruire à partir du silence, de l'indifférence ou de la cruauté de votre propre famille, sachez ceci. Vous ne devez rien à personne pour avoir survécu. Vous ne leur devez pas votre pardon pour être libre. Votre liberté vous appartient. Vous l'avez gagnée. Merci de m'avoir écouté. Partagez votre histoire dans les commentaires. Parfois, le simple fait de l'écrire, de le dire à voix haute, est le premier pas vers cette liberté. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, donnez-lui un « j'aime » pour soutenir ce genre de témoignage. Et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner. Vous n'êtes pas seul. Il y a encore beaucoup d'histoires à raconter.